Bonjour à tous. Je m'aperçois que ma vidéo d'hier ressemble un peu aux chaînes de livres habituelles, avec moi tout enthousiaste qui présente ma pile à lire. Ça résout peut-être le mystère de pourquoi les booktubeurs et booktubeuses sont toujours transportés quand ils parlent de livres, parce qu'ils les ont pas encore lus. Et au moins, on pourra pas dire que je suis animée par la rancœur ou que sais-je. On peut constater qu'hier, par exemple, pour ce livre-là, j'étais animée par les meilleures intentions. Et donc sans tarder, on va faire éclater ma petite bulle de liesse et attaquer La petite menteuse de Pascal Robert Diard. La langue est malheureusement trop classique, trop simple. Il n'y a pas de cliché littéraire, ou pas trop, il faut le préciser. Mais bon sang, il n'y a pas de style. J'ai l'impression d'avoir déjà lu 100 livres écrits comme ça. Je pense à La décision de Karine Thuil, je pense à tous ceux que j'ai oubliés dans la sélection du concours de l'an dernier. Ça manque de sel, de personnalité. Elle se prépare un thé, croque 2 carrés de chocolat noir, glisse la plaque dans le tiroir, le rouvre, hésite, en prend 2 autres. Depuis quelques années, elle ne se bat plus contre ces kilos qui l'enrobent. De 2 choses l'une. Je pense que décrire le réel tel qu'il se présente, ce n'est pas une chose simple. Ça peut en avoir l'air, mais ça ne l'est pas. Cette scène, en un sens, est réaliste. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont en proie à la gourmandise. Mais la nuance, c'est que j'ai l'impression qu'elle reste sur cette idée de base, cette expérience commune qu'on peut tous vivre un jour. Il n'empêche qu'on la vit tous différemment. Et la littérature devient intéressante dans la distinction, dans la précision. Le chocolat, c'est quelle marque? Il a quel goût? Comment il va se mélanger à son haleine? D'ailleurs, quelle est son haleine? Est-ce qu'il va fondre entièrement? Est-ce qu'elle va croquer le dernier bout? Le tiroir, il vient d'une table en aglo, en chêne, il est vide, il est plein, il y a quoi? Un paquet de mouchoirs, des dossiers, des miettes? Et elle surtout, est-ce qu'on peut pas la sortir du vague? D'une madame tout le monde qui finalement ne ressemble à personne. Enfin, pas tout le monde. J'ai trouvé qu'il y avait une vague ressemblance entre l'autrice et Nathalie de Saint-Cricq, ce qui fait que j'avais du mal à m'empêcher de l'imaginer dans le rôle d'Alice, qui ne m'a pas rendu l'héroïne très attachante, étrangement. Bref, elle est journaliste, et on le sent dans l'utilitarisme de la langue. C'était ce que je reprochais l'an dernier à Lilia Hassen. J'avais lu une interview de l'autrice dans laquelle elle disait qu'en tant que chroniqueuse judiciaire, elle avait entendu des juges dire qu'on ne pouvait pas croire sur parole, que ça allait à l'encontre de l'idée même de justice. C'était l'idée de base du roman. Idée passionnante pour voir les limites du « je te crois », mais aussi les limites de « j'enquête et je doute ». Pour un tel sujet, il fallait des personnages complexes, nuancés, et ce n'est pas le cas. Ils ne sortent pas de leur archétype. La jeune fille a problème, c'est plus ou moins dit comme ça, et on verra que l'autrice a visiblement un problème avec les personnes venant de milieux populaires. L'avocat déchiré entre vie professionnelle et vie personnelle, l'ancien Dupond-Moretti, et le pauvre maçon, zingueur, je sais même plus ce qu'il fait. On dirait un feuilleton France 3. Mal joué en plus. Parce que les dialogues, s'ils se tiennent quand ils sont courts, perdent tout réalisme dès qu'ils s'étirent. Je pense à une scène au début où Alice dîne avec Dupond-Moretti, on va l'appeler comme ça. Ils se mettent à parler du bon vieux temps, et plus précisément d'une affaire comme si aucun des deux ne la connaissait. Et on sent, à ce moment-là, notre place de lecteur. Et c'est très désagréable. Ce qu'il aurait été plus logique de faire, à ce moment-là, ça aurait été 2-3 phrases entre eux. Tu te rappelles Machine? Ah, celle avec le... Ah oui, avec le gilet, elle le portait tout le temps à chaque audience. Quelque chose comme ça. Puis les deux regardent dans leur tasse, et à ce moment-là, il y a un silence, et la narration classique prend le relais pour expliquer l'affaire. C'est déjà fait, déjà vu, mais au moins ça aurait été pas maladroit, comme le long dialogue qu'il y a entre eux, où ils se rappellent tous les détails de l'affaire, et où, c'est pas très crédible. Sinon, il faut accepter les trous dans une histoire, que le lecteur ne sache pas tout. C'est d'ailleurs ce qui peut rendre un livre mémorable. Le fait de pouvoir ruminer, remâcher des mystères qui n'ont pas été résolus. Et donc le problème dont je parlais aussi, c'est le traitement du personnage de Marc Hollange, l'accusé. Il coche toutes les cases d'un ouvrier tel que le concevrait un bourgeois. Une sorte de bête de somme, une masse laborieuse. D'ailleurs, je crois même qu'elle emploie vraiment le terme laborieux pour le décrire. Muet par des désirs primaires, sa libido et l'expression de sa libido. On a l'impression à ce moment-là que le livre n'est qu'une sorte de prétexte, que l'autrice s'est dit « bon bah déjà que je parle de lui, je veux pas non plus vraiment m'y intéresser ». Et pourquoi je pardonnerais plus à un personnage de Houellebecq ce genre de considération? Parce que c'est dit avec cynisme, que c'est joué à fond, qu'on va dans la dégueulasserie, et que par conséquent, on ne sait pas vraiment ce que pense Houellebecq lui-même. Alors que là, tout ce qu'elle dit sur cet ouvrier, elle le dit comme si c'était communément admis. Ce qui fait qu'on le sent qu'elle ne voit pas le mal. Et que même, sans doute, ce n'a même pas été fait exprès, comme un racisme ordinaire ou bienveillant. Après tout, on parle, comme je disais tout à l'heure, de l'ouvrier, un visage laborieux, sans époque apparente. Ça sonne un peu comme ils se ressemblent tous en parlant des minorités. C'est déshumanisant. Le personnage d'Alice, qui est censé être attachant, est assez désagréable. Elle dit qu'elle ne ferait pas dans le social,
en parlant de ses clients. À un moment, elle suppose que sa cliente a peut-être été abusée sexuellement par les garçons qui étaient avec elle au collège, et elle se dit en fait que ce n'est pas son problème, elle balaye ça de la main. Et puis à côté de ça, même si on sent qu'elle plaide pour la beauté de la justice, il y a quand même une sorte de relent un peu contre le féminisme actuel, qui est singé avec l'histoire du congé pour règles douloureuses par exemple, où elle-même dit qu'elle cachait son ventre quand elle était enceinte. Et ça sonne un peu comme un serre les dents et tais-toi. Mais je veux quand même préciser que si ce sujet avait été bien traité, cela aurait pu donner une œuvre troublante, qui ne laisse pas le lecteur en sécurité dans son petit fauteuil. Mais déjà le parti pris de dire dès le titre et dès la 4e de couverture que c'est un mensonge, c'est très mal exploité. Parce que dans ce cas-là, il aurait fallu débuter le livre là-dessus. Or, on ne le sait qu'à la moitié. C'est de la perte, c'est mou, c'est prévisible. Et je trouve que le fait de donner la parole presque qu'à l'avocate, presque jamais à Marc Hollange, c'est quand même très révélateur. On le fait parler que pour le faire insulter la jeune fille qu'il a accusée, ou pour lui faire dire qu'il a redoublé son CP. Comme si le seul personnage intéressant devait forcément avoir bac+5. Que lui, en tout cas, ne pouvait pas concevoir une pensée complexe, une pensée qui sort de la brutalité ou de la bestialité. C'est le même écueil que j'avais trouvé dans la décision de Karine Thuil. Le fait d'avoir que le point de vue de la juge, de l'avocate, d'un ersatz de l'auteur, ça ne permet pas de sortir de sa zone de confort et d'atteindre le sublime ou la laideur. Alors oui, on se penche un peu sur Lisa, mais pas pour entrer dans son personnage réellement. J'ai pas eu l'impression de dépasser l'image de la nana qu'on envie au collège parce qu'elle a plus de succès avec les mecs. Elle n'existe pas, l'ange n'existe pas non plus, et je sais pas, mais je me dis que pour un livre qui traite d'une fausse accusation de viol, ce qui aurait pu être sympa, ça aurait été d'avoir le point de vue du principal intéressé. Deux choses intéressantes, toutefois, le jargon de certains professionnels retranscrit quand même d'une manière un peu savoureuse. On sent qu'elle s'en amuse, et je pense que pour son prochain, faudrait qu'elle vogue sur ces mers-là. Celle de la précision, du croquis détaillé, et pourquoi pas sociologique, des personnes qu'elle est amenée à rencontrer dans sa profession. Donc pas juste les lieux communs qui ont abreuvé bien trop de pages, mais leur manière de parler, de s'habiller, de réagir aussi. Mettre justement son expérience au service des descriptions. Et l'autre chose intéressante, c'est comment toutes ces personnes bien intentionnées ont pu mettre justement à cause de leurs bonnes intentions un homme en prison. C'est assez subtil, assez nuancé. C'est dommage que ces quelques passages où elle se mouille un peu, où c'est un peu plus nuancé, n'apparaissent que vers la fin et ne concernent que quelques pages. Le réquisitoire aussi n'est pas trop mal, et je pense que le livre aurait dû débuter dessus, pour déplier, dérouler beaucoup plus soigneusement et lentement l'histoire par la suite. Enfin, tout ça pour dire que j'ai eu l'impression de lire un livre au sujet ambitieux, mais qui malheureusement ressemble à un téléfilm du dimanche soir. Joué par Stéphane Bern ou non, telle est la question. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.